Donc, je disais tantôt que l'équilibre est trouvé quand on confond donc l'offre et la demande et on voit là où les deux concordent ou s'égalisent. Donc, l'égalité entre l'offre et la demande correspond donc à l'équilibre. Et quand vous voyez la courbe en rouge qui est la demande et la courbe en bleu qui est l'offre se croisent en ce point, on dit que ce point, c'est l'équilibre et graphiquement, on peut l'avoir. Mais de manière analytique ou pas des calculs, on peut aussi retrouver l'équilibre en égalisant donc l'offre et la demande. Donc, P moins Q égale à 10 moins P. Okay? Donc, cette quantité égale cette quantité et ça nous permettra de trouver le prix. Donc, vous faites P moins 2 égale à 10 moins P. Et ce calcul, chacun va faire ça à sa manière. Vous ramenez le P ici, il va devenir P. Donc, ça fait P plus P. Vous ramenez le 2 ici, ça fait 10 moins 2. Allez, 10 plus 2. Okay? Parce que quand il vient ici, ça devient plus. Donc, ça fait 12. Donc, vous aurez 2P égale à 12. Vous aurez P égale à 6. Okay? Donc, là, vous aurez le prix. Et une fois que vous avez le prix, vous pouvez le remplacer dans n'importe laquelle. Okay? Soit ici, pour avoir le Q. Donc, si nous prenons premièrement ici, si vous remplacez P égale à 6, vous allez avoir Q égale à 6 moins 2, ça fait 4. Si vous le faites ici, Q, ça fait 10 moins 6, donc ça fait 4 aussi. Vous devez trouver toujours la même chose. Okay? Donc, finalement, ce qu'on a trouvé graphiquement, si vous essayez de tracer la courbe là, point par point, okay? Vous tracez cette courbe. Si vous essayez de tracer aussi cette courbe et que vous essayez de retrouver graphiquement là où les deux se croisent, vous allez voir que ça se croise ici. Q égale à 4 et P égale à 6. Mais si vous essayez de résoudre aussi analytiquement, vous retrouvez le même équilibre. OK? Donc, c'est quelque chose qui vous sera demandé aussi à l'examen intra. Bon, vu que ça sera en ligne cette fois-ci, c'est essentiellement des QCM, des réponses à choisir, mais vous aurez à faire ce genre de calcul sur votre brouillon avant de savoir quel est le bon résultat. Donc, vous aurez à égaliser l'offre et la demande et tirer ou alors exprimer le P, ensuite retrouver le Q. Okay. C'est un travail que vous devez faire. Ça doit se retrouver donc dans les exercices aussi. Okay. Une fois que vous maîtrisez ça, vous pouvez répondre à la question en cliquant simplement la bonne réponse. Okay. Donc, c'est important de savoir faire ça et de savoir représenter aussi. Parfait. Alors, je vais vous présenter maintenant donc les rappels mathématiques. D'abord, est-ce qu'il y a des questions que vous avez sur cette partie? Non. OK. C'est parfait. On va faire donc les rappels mathématiques. Un peu. Donc, on va parler donc du taux de croissance annuel moyen et puis le taux de croissance simplement. Et puis aussi, on va aborder la question de puissance, donc exponentielle et tout. Voilà. Donc, quand on met x puissance n ou bien x exponentielle n, c'est qu'on a multiplié x n fois. OK? X a multiplié lui-même n fois. D'accord? Alors, donc la formule donc, du taux de croissance d'une variable. Ça, vous devez le mémoriser. OK? Vous devez le mémoriser. Ce que moi, je vais faire ici, bon, quand je dis que vous devez le mémoriser, il faut d'abord comprendre ce que je vais faire, ce que je vais essayer de vous expliquer, ce que ça veut dire. Mais ne vous inquiétez pas du T et T-1, bon, ne vous embrouillez pas avec ça, mais comprendre, OK, c'est quoi ça renvoie. Okay? Donc, je vous l'explique et puis on revient là-dessus. Alors, donc, juste une variable que vous aimez bien, c'est votre revenu. Je vais prendre votre revenu. OK? Je vais l'appeler, donc je vais lui dire votre revenu en 2020. Et puis, vous avez votre revenu aussi en, en 2019. OK? Alors, de 2019 à 2020, soit il y a eu une augmentation, soit il y a eu une diminution.
mais on veut savoir quel est le taux donc, de l'augmentation ou bien le taux de diminution. Mais vous êtes d'accord avec moi que quand on parle donc d'un taux, c'est qu'il faut le rapporter par rapport à quelque chose, donc à ce qui est la base. Donc déjà, si on veut voir la variation donc, de votre revenu, il suffit de prendre le revenu en 2020 moins le revenu en 2019 pour savoir la variation. Okay? Donc, vous avez une variation donc, qui est connue. Mais pour connaître le taux donc, de croissance, donc, dans la croissance, bien entendu, il y a l'augmentation comme la diminution. Donc, pour connaître ce taux, il faut rapporter ça. Il faut diviser simplement par le revenu à la base, qui est revenu de 2019, pour savoir dans quel pourcentage ça a augmenté. Okay? C'est essentiellement l'intuition. C'est comme ça que ça se calcule. Donc, quelqu'un d'autre peut oublier la formule qui est écrite là-bas, mais s'il comprend comment ça se fait, c'est déjà suffisant. Donc, comment ça se fait dans la vraie vie, c'est déjà suffisant. Maintenant, mathématiquement, on va appeler peut-être revenu en 2020, on va l'appeler YT, puis revenu en 2019, on va l'appeler YT-1, parce qu'on se dit que bon, T c'est 2020, T-1, donc on est en 2019, et puis on divise par YT-1, donc c'est-à-dire, parfois les mathématiques, c'est juste pour simplifier l'écriture, mais ça vient déranger parfois aussi les personnes quand il y a trop de T ou un sang et tout le reste. Bon. Sinon, c'est ça. Cette expression, ce n'est rien d'autre que ça aussi. OK? Et juste faire une petite manipulation. Vous allez voir que ça, en réalité, comme c'est le même dénominateur, vous pouvez juste écrire ça comme ça. C'est-à-dire que vous cassez, c'est-à-dire que vous partagez le même dénominateur, le YT-1, vous le mettez ici, puis vous le mettez ici aussi. OK? Et ça, c'est ça qui est 1. Vous voyez? Donc, finalement, ce taux de croissance qu'on cherchait, ce n'est rien d'autre que YT divisé par YT-1, le tout moins 1, c'est-à-dire le revenu en 2020 divisé par le revenu en 2019, moins 1. OK? Donc, ce n'est qu'une formule qui est écrite, mais vous n'êtes pas obligé de garder la formule si vous comprenez. Parce que si vous comprenez, ben, vous pouvez écrire la formule même si vous venez de vous réveiller, quoi. Même si ça fait des années plus tard, vous pouvez l'écrire parce que vous savez que okay, le taux de croissance, c'est qu'on veut voir l'augmentation ou la diminution par rapport à l'année dernière. Donc, on fait la différence et puis on divise par la valeur initiale. C'est juste ça. Donc, vous pouvez laisser comme ça, vous pouvez écrire ça comme ça, vous pouvez écrire ça comme ça. Maintenant, dans le cours, c'est écrit comme ça, avec le moins 1. Donc ici, c'est X. OK? Moi, j'ai pris Y. Voilà, ici, c'est X. Donc, soyez flexible avec ça. Ne soyez pas figé. Que ça ne vous dérange pas. On a mis X et puis on a mis T. En fait, j'aborde ça dans ce sens parce que j'ai eu des retours avec les étudiants. Voilà, voilà, X et puis T-1 et puis moins 1. Pourquoi ce moins 1 ici? Voilà, ce moins 1, c'est vraiment indice. C'est juste une notation. T-1, c'est pour dire que, bon, la date T reculée d'une année. OK? Et puis T ici. Donc, ça, c'est la valeur à la date T. Ça, c'est la valeur à la date précédente, moins 1. C'est ça, cette formule-là. Donc, il n'y a rien vraiment d'extraordinaire avec ça. OK. Et puis, la deuxième formule, je vais ce sera difficile à démontrer, mais je vais l'écrire d'abord, le taux de croissance. C'est-à-dire que quand vous prenez une variable, ZT, qui est le produit donc, de deux variables, OK? Le produit de deux variables, ce que ça vous dit, c'est que si vous connaissez le taux de croissance de celui-ci
et que vous connaissez le taux de croissance de celui-ci aussi, donc des deux, vous n'avez pas à souffrir pour calculer le taux de croissance de leur produit. Ça fait juste la somme. Donc, approximativement, ça fait juste la somme du taux de croissance de X plus le taux de croissance donc de Y. Il ne faut pas trop souffrir. C'est un raccourci. Donc maintenant, quelqu'un peut se demander d'où ça vient, tout ça. Il y a des considérations mathématiques. Bon, je sais pas, je ne suis pas sûr que vous avez envie de trop rentrer là-dedans. Mais si vous voulez, vous savez que le taux de croissance, donc, on avait dit que c'est la variable à la date t divisé par la variable à la date t moins 1, le tout moins 1. Donc, si vous voulez, vous allez partir, remplacer donc les zt par les x. Ça, si vous ne comprenez pas, ne vous dérangez pas. Hein. Je voulais juste le faire pour les curieux. Ceux qui sont un peu curieux. OK. Et puis, enfin, ceux qui sont curieux et qui aiment les mathématiques aussi. Donc, vous aurez xt sur xt moins 1 qui va vous donner en fait 1 plus g de xt et yt sur yt moins 1 qui va vous donner 1 plus g de yt et puis le tout moins 1. Quand vous allez développer tout ça, ça va faire 1 plus g de yt plus g de xt plus g de xt yt moins 1. Donc ça et ça. Monsieur, je ne sais pas si je suis la seule, mais quand vous écrivez, sincèrement, c'est pas très clair. C'est un peu écrit en patte de mouche. Okay. C'est en haut, c'est marqué xt fois yt divisé par xt moins 1 fois yt moins 1 moins 1. Mais ici, là, quand vous commencez la formule avec le g, pour moi, c'est pas très clair. Ouais, ok. C'est parfait. C'est un pas de mouche. D'accord, je vais réécrire un peu plus gros. Ça aussi, c'est mon défaut. Parfois, je commence gros et puis je termine petit parce que l'espace me manque. D'accord, je vais m'ajuster. Merci bien de me rappeler. Ok, je vais déplacer l'écran pour mieux voir. C'est parfait. Alors, donc, je disais que cette partie-là, c'est vraiment pour les petits curieux, quoi. Pour que vous ayez vraiment la peau tranquille d'où ça vient. Donc, ici, quand on prend xt divisé par xt moins 1, en fait, ça fait 1 plus le taux de croissance de xt, parce que le taux de croissance de xt, c'est xt divisé par xt moins 1, le tout moins 1. Donc, celui-ci, ça va faire ça. Et ça aussi, ça va faire 1 plus le taux de croissance de y. OK? Et puis, moins 1. Je vais juste expliquer le concept. Maintenant, quand vous développez, donc ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça, moins 1, ça va vous donner ça. Donc, finalement, il reste g de xt plus g de yt plus le produit des deux. Maintenant, c'est que dans la formule ici, il n'y a pas le produit. Parce que en réalité, quand vous avez des taux de croissance, c'est déjà des grandeurs petites. C'est des grandeurs qui sont comme 4%, 5%, 2%, 1%. Donc, c'est 0,0 quelque chose ou bien 0,00 quelque chose. Donc, quand vous multipliez déjà ces deux grandeurs, c'est que vous allez tomber encore plus petit, 0,000 quelque chose. Donc, c'est vraiment négligeable. Ça, c'est vraiment négligeable. Ce qui fait qu'on dit, OK, ça va faire la somme des deux simplement. Et les deux, c'est négligeable. Donc, retenez juste la formule comme ça. Ça, c'est vraiment important à retenir. Le taux de croissance, quand vous voulez le taux de croissance donc d'une variable qui multiplie une autre variable, approximativement, donc pourquoi approximativement? Parce qu'on avait supposé un terme qui est à peu près nul. Donc, approximativement, ça va vous donner le taux de croissance de celui-ci plus le taux de croissance de celui-là.
C'est ça essentiellement votre premier devoir, votre première obligation. Ça nous sera utile dans toute la suite. Le taux de croissance de produit, ça fait la somme des taux de croissance. Il y a ça comme ça. OK? Donc, c'est ce qui est ici. Le taux de croissance, donc on a pris ZT qui est XT multiplié par YT. Et donc, ZT, son taux de croissance serait le taux de croissance de XT plus le taux de croissance de YT. Donc, parfois, comment est-ce qu'on pourrait appliquer ça pour toujours répondre à la préoccupation de Daniel, l'attente de Daniel et de plusieurs d'entre vous, c'est que quand vous prenez le revenu ou bien le chiffre d'affaires, okay, le chiffre d'affaires, c'est quelque chose qui est vraiment, qui a deux grandeurs. Okay? Le chiffre d'affaires a deux grandeurs. Il y a le prix et puis il y a la quantité produite. Okay? Supposez une entreprise qui produit peut-être des voitures. Hein? Voilà. Une entreprise qui produit des voitures. Donc, son chiffre d'affaires, donc je vais dire chiffre d'affaires comme ça va faire le prix fois la quantité. Okay? Le prix fois la quantité donc, de voitures produites et le prix de chaque voiture. Et donc, si on veut voir comment est-ce que son chiffre d'affaires va évoluer, sachant comment donc le prix a évolué et la quantité aussi a évolué, on n'avait pas à souffrir. Parce qu'on connaît déjà le prix. On vous dit par exemple donc le taux de croissance du prix a été donc de 5% et le taux de croissance de la quantité a été de moins 4%. Et on veut savoir, est-ce que finalement, son chiffre d'affaires a augmenté ou a diminué, vrai ou faux? Ça, c'est une question d'examen. Attendez, je vais être plus correct. Vous savez, tout le monde a ses défauts. Hein. Je me retrouve dans les brouillons alors que ce n'est pas évident pour tout le monde. C'est ça. Alors, voilà. Donc, je répète la question. On a une entreprise qui produit des voitures à un prix donné et une quantité donnée. Alors, au cours d'une période, on a remarqué que les prix des voitures ont augmenté de 5%, alors que la quantité produite a baissé. En tout cas, le taux de croissance de la quantité est de moins 4%. Alors, la question qu'on se pose, est-ce que le chiffre d'affaires va augmenter ou diminuer? Ou je pourrais aller même vous mettre 4 questions. Je vais dire, OK, A, augmenter de 1%. B, augmenter donc de moins 20%. Augmenter de 20%, pardon. Augmenter de 20%. C, diminuer de 1%. D, diminuer de 20%. Alors, je vous demande de choisir la bonne réponse. Oui, je pense que quelqu'un veut se lancer et puis on va discuter là-dessus. A. A. A, ok. Donc, il y a deux personnes qui choisissent A. Bon, moi aussi, je choisis A. C'est la bonne réponse. Donc, c'est ça, de manière pratique, comment est-ce qu'on applique cette formule. Donc, ça fait une bonne réponse pour une question d'examen, 4 points. Alors, donc, c'est un peu comme ça que l'examen va se présenter. Donc, quand vous connaissez une formule, ça vous servira comme à répondre à une question. Quand vous comprenez un concept, ça vous servira à répondre à une question. C'est un peu comme ça. Donc, pour celui-ci, la dernière s'inspire en fait donc de la deuxième. Parce que, vous voyez, quand on a pris 2, donc je vais effacer pour être bien. Voilà. Donc, quand on a pris 2, on avait dit que ZT était XT multiplié par YT. Et on a dit que le taux de croissance de ZT serait
approximativement le taux de croissance de xt plus le taux de croissance de yt. OK? Ça, c'est la première des choses. Maintenant, c'est que quand on se lance dans une optique en disant, OK, ben, yt, c'est en même temps que xt. Donc, vous aurez zt, alors, serait xt fois xt. Okay? Si on suppose que yt égale à xt, donc vous aurez alors xt au carré. Okay. D'accord? Donc, ça fait xt au carré. Donc, normalement, le taux de croissance de zt serait alors g de xt plus g de xt. Donc, ça fait comme 2 fois g de xt. OK? Et puis, quand ça se répète n fois, donc si vous prenez zt égale à xt à la puissance n, donc vous multipliez n fois, ben en fait, ça revient juste à ça. Xt fois xt fois xt, xt n fois. Ce qui fait que le taux de croissance de zt, je sais que je vais vite. Arrêtez-moi si je vais trop vite. Le taux de croissance de zt serait alors le taux de croissance de celui-ci, plus celui-ci, plus celui-ci, plus celui-ci, n fois. Donc, ça fait comme la même chose, n fois. Donc, n, g de xt. Donc, ça se déduit donc de cette formule-là. Alors, une manière donc de pouvoir mémoriser, une fois que je vous ai présenté l'intuition, c'est de dire, OK, quand vous avez le taux de croissance de quelque chose à puissance n, le n descend juste en bas. C'est-à-dire, le taux de croissance à la puissance n, ça fait n fois le taux de croissance. C'est juste ça. Donc, c'est important vraiment de garder ces trois. Et donc, l'intra va essentiellement, il y a un exercice particulièrement pour ça. Bien entendu, il y aura donc des QCM, mais aussi donc, des questions qui vont être liées à ça. En plus de ça aussi, donc ça mélange beaucoup, mais ne vous inquiétez pas, on va rentrer dans la considération, dans la pratique, et puis vous allez voir que non, ce n'est pas compliqué dans le fond. Okay? Donc, il y a ce qu'on appelle le taux de croissance annuel moyen, qui est différent donc du taux de croissance simplement. Donc, le taux de croissance, vraiment, c'est vraiment d'une période à une autre. Donc, elle peut être 2 périodes consécutives, tout comme peut ne pas être 2 périodes consécutives. C'est-à-dire que je peux regarder la population canadienne en 2000 et je regarde aussi la population canadienne en 2020 et je peux regarder le taux de croissance de cette population canadienne. J'y vais. Je vais faire. Dire que on a la population canadienne, donc je vais lui dire X 2000, qui est 1 milliard, et puis la population canadienne en 2020, qui est 3 milliards, et puis je vais calculer le taux de croissance de 2000 à 2020. Okay? C'est-à-dire que quand on regarde la photo de 2000 par rapport à la photo de 2020, quel a été le taux de croissance? C'est essentiellement ce qu'on fait. Donc, ça va faire le taux de croissance de la population canadienne en 2020. Écoutez, pas de mouche. X 2020. Ça va faire donc 3 milliards divisé par 1 milliard moins 1. OK? Donc, ça va faire 2%. C'est bon? Monsieur, oui. Pourquoi vous faites moins 1? D'après la formule, ou alors vous faites juste 3 milliards moins 1 milliard, puis vous divisez par 1. OK? C'est bon? C'est parfait. Alors, donc, vous aurez ça à 2%. Donc, quoique ce n'est pas 2 périodes consécutives. OK? Ici, ce n'est pas 2 périodes consécutives, mais on peut l'appliquer, toujours la même formule précédente. Maintenant, d'où vient la confusion parfois, c'est que on ne veut pas juste le taux de croissance entre 2000 et 2020, mais on veut voir, OK, combien ça a augmenté chaque année. C'est-à-dire que de 2000 jusqu'à 2020, on suppose qu'il y a un taux de croissance chaque année. Donc, ce qu'on appelle le taux de croissance annuel moyen. C'est-à-dire chaque année, il y avait une augmentation de la population qu'on ne connaît pas.
et on connaît la population en 2020, on connaît la population en 2000, quel serait ce taux de croissance pour chaque année? Donc, pour vous amener à bien comprendre, je vais la ramener à la notion du taux d'intérêt. OK? C'est-à-dire qu'à une année, vous avez fait un placement, vous avez déposé, vous avez épargné à la banque en 2000 avec un montant donc de, je ne sais pas, 1000 $. Et en 2020, la banque vous donne, et donc votre montant final, je vais écrire, c'est mieux. Je vais dire épargne en 2000, c'est 1000 $. Et puis, donc, votre montant, bon, je vais mettre épargne encore, le montant que vous recevez donc en 2020, quand vous vous pointez à la banque, vous retirez, on vous donne donc 1700 $. Et là, bon, la banque vous dit, ah, monsieur, on a appliqué un taux d'intérêt constant chaque année pour vous. C'est-à-dire, chaque année, il y a eu un taux d'intérêt constant sur votre épargne. Et là, la question que vous vous dites, combien ça a été ce taux d'épargne? La caissière, et puis il dit, ben, calculez vous-même. Okay? La caissière vous dit, calculez vous-même quel a été ce taux d'intérêt. Alors, on va se mettre à le faire comme s'il n'y a pas de formule. Nous, on va se dire, OK, supposons que le taux d'intérêt, c'est R. OK? Mais ça serait combien? Si de 2000 à 2020, ça me donnait 1700. OK. Voici comment vous devez procéder. Donc, en 2001, votre épargne en 2001, okay, je vais noter ça X, hein, je vais noter l'épargne X pour écrire moins. Donc, X en 2001 serait 1 plus le taux d'intérêt, okay, fois le X en 2000. Donc, il faudrait que j'écris pas de mouche. Le X en 2001, c'est 1 plus le taux d'intérêt, le X en 2000. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec moi. Ce que vous avez, l'argent que vous avez déposé, on applique le taux d'intérêt là-dessus. Je vais l'écrire de manière plus... donc, vous prenez les 1000 $ plus le taux d'intérêt qu'on applique sur les 1000 $. Ça, tout le monde est d'accord? C'est ça votre argent pour 2001. Donc, ça, j'ai juste mis en facteur... voilà quoi, ça fait 1 plus R fois 1000 $. OK? Ça, c'est la première année. Maintenant, première année. À la deuxième année, vous allez prendre encore ce montant et puis on va faire encore 1 plus R sur ce montant. OK? Ou alors, vous prenez ce montant qui est 1 plus R fois 1000 $ et puis on va appliquer le taux d'intérêt là-dessus. OK? Ça, c'est le montant que vous avez qui est épargné. Donc, le taux d'intérêt va venir là-dessus. Donc, R multiplié par tout ceci encore. Le taux d'intérêt multiplié par tout ceci. Donc, finalement, ça va vous donner comme 1 plus R au carré fois 1000 $. C'est-à-dire, si on multiplie 1 plus R fois tout ceci, ça va faire 1 plus R au carré fois 1000 $. Et l'année suivante, ça va faire 1 plus R au cube fois 1000 $. Okay? Jusqu'à la 20e année, okay? Ça va faire 1 plus R exposant 20 fois 1000 $. Je ne sais pas si vous m'avez perdu en cours de route. C'est correct? Ou bien, OK. C'est bon? OK. Voilà, donc là, ce qui fait que votre montant final, c'est vraiment 1 plus R exposant 20 fois 1000 $ que vous connaissez qui est 1700 $. Alors, vous vous dites, OK, je vais essayer donc de trouver mon R. Bon, bien entendu, ça va prendre donc quelques formules mathématiques. On va ramener donc le 1000 en bas ici. OK? Donc, vous aurez 1 plus R exposant 20. Ça va faire donc 1700 divisé par 1000. OK? Ensuite,
pour faire sauter ce 20, je vais élever tout ceci en puissance 1 sur 20. C'est-à-dire que vous savez que si vous avez un élément au carré, si vous élevez à la puissance 1 sur 2, ça va l'annuler. Donc, il va devenir comme puissance 1, ou bien x simplement. Si vous avez quelque chose à la puissance 20, si vous élevez ça à la puissance 1 sur 20, il va comme le 1 sur 20 va multiplier le 20, donc ça va sauter. Okay? Donc, c'est ce que je vais faire avec, je vais prendre la gomme. Bon, pourquoi je fais tout ce développement? C'est pour que, enfin, un constat que je fais, quand l'esprit est familiarisé avec quelque chose, il le garde plus facilement, plutôt que quelque chose qui est vraiment très étrange. Donc, même si vous ne pouvez pas reproduire la démonstration parce qu'on ne vous la demandera pas, mais ça vous permettra de garder ça en fait. Donc, le but, c'est pour que vous arriviez à garder. C'est pour ça que je fais la démonstration. Ce n'est pas pour que vous arriviez à démontrer. Ça ne vous sera pas demandé. Alors, donc, finalement, ici, je vais faire l'exposant 1 sur 20. Et donc, ça va faire 1 plus R 20. Donc, je vais faire exposant 1 sur 20. Et ici, ça va prendre l'exposant 1 sur 20. Donc, 1700 divisé par 1000, exposant 1 sur 20. Alors ici, ça va partir. Donc, il va rester 1 plus R égale à ça. 1700 divisé par 1000, exposant 1 sur 20. Et puis, le R finalement, ça va être comme 1700 divisé par 1000, exposant 1 sur 20, moins 1. OK. Donc, votre taux d'intérêt, qui est en réalité le taux constant, donc chaque année de 2000 jusqu'à 2020, ce n'est rien d'autre que la valeur en 2020 divisée par la valeur en 2000, exposant 1 sur donc, le nombre d'années, moins 1. Donc, vous pouvez le retrouver. Et c'est ce qui vous est donné par la formule donc, du taux de croissance annuel moyen. Donc, vous voyez là, ils vous disent le taux de croissance annuel moyen, c'est la quantité à la période n divisé par la quantité à la période 0, exposant 1 sur n. Donc, le n, c'est 20 dans mon exemple, moins 1. OK? Parce qu'on a supposé que il y a une augmentation constante chaque période. Donc, c'est le taux de croissance annuel moyen. Donc, c'est le même taux chaque année. Le même taux chaque année pendant n périodes. C'est ça sa formule. Mais quand on la veut, ce qui est différent, donc, ici, c'est juste pour 2 périodes. Okay? Donc, ça peut être donc, de 2000 à 2001, ou bien de 2019 à 2020, ou bien ça peut être donc de 2000 à 2020. Donc, c'est entre 2 dates simplement. On ne se pose pas la question de savoir ce qui se passe à l'intérieur de ces 2 périodes-là. Mais on veut juste le début et la fin. C'est ça qui est important. C'est ça, cette formule qu'on utilise. Mais quand on veut savoir ce qui s'est passé chaque année, okay, de manière constante, donc taux de croissance annuel moyen, donc c'est la même chose chaque année, c'est cette formule qu'il faut utiliser. Et vous voyez bien ça, donc le revenu en 2020 égale revenu en 2000 multiplié par 1 plus R exposant 20, donc c'est la même formule. Okay? Donc vous pouvez garder plus facilement cette formule-là si vous comprenez l'intuition qui est derrière. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu vous faire la démonstration. Je pense que vous aurez donc la vidéo. Si vous avez envie de la réécouter, vous pouvez retourner là-dessus. Plus tard, je la mettrai sur YouTube. Est-ce qu'il y a une question là-dessus? Je veux vraiment que vous l'assimilez bien. Hein? En tout cas, à la maison, essayez de bien assimiler cette formule. Celle-là, ça, c'est le revenu total que vous aurez, bien sûr, en 2020. Si vous avez déposé ce revenu-là en 2000, si on vous applique ce taux d'intérêt, qui est le taux de croissance annuel moyen. Donc, et vous pouvez remarquer que si vous prenez n égale à 1, ça vous donne la même formule que précédemment, que celle-ci. Quand n égale à 1. Si vous prenez n égale à 1, vous allez trouver Qn divisé par Q0 moins 1. C'est-à-dire une seule période. Okay. Donc, ça, c'est important. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Ça aussi, un peu, ouais.
Parfait. Alors, donc, il y a un exemple qui est donné ici. C'est essentiellement ce que j'ai donné comme population. Donc, vous pouvez essayer donc de le calculer vous aussi. Donc, le PIB en 2015, le PIB en 1960. Donc, de combien en pourcentage a augmenté le PIB réel du Canada entre 1960 et 2015? Donc, ici, la question, c'est juste entre 1960 et 2015, quelle a été l'augmentation? On ne vous demande pas le taux de croissance annuel moyen. Comment ça a augmenté chaque année? Non. On veut juste de 1960 à 2015. Donc, il suffit juste de faire ça, divisé par ça, ensuite moins 1. Ou alors, vous faites ça moins ça, le tout divisé par ça. OK? Donc, vous utilisez les deux manières. Donc, ça divisé par ça, moins 1, vous allez trouver ça. Maintenant, la question qui est posée ici, quel a été le taux de croissance annuel moyen sur cette période? Dans ce cas, il faut faire ça, divisé par ça, le tout exposant 1 sur 2015 à 1960, ça fait combien de périodes? Je pense à 55 ans. Oui, 55. Voilà, donc ça fait 1 sur 55 moins 1. Vous allez trouver le taux de croissance annuel moyen. Et une fois qu'on connaît maintenant le taux de croissance annuel moyen, on peut faire des prédictions. On suppose que chaque année, le PIB va augmenter de cette même quantité. Et la question qui est posée, si le taux de croissance annuel moyen continue au même rythme pour les 20 prochaines années, quel sera le PIB dans 20 ans? Donc, le PIB dans 20 ans sera le PIB maintenant, okay, donc en 2015, multiplié par 1 plus le taux de croissance annuel moyen exposant donc 20. Okay, donc, cette formule-là. Donc, les questions ont été posées pour répondre vraiment aux 3 formules qui vous ont été données là. Ça et ça. Donc, je vous invite vraiment à le faire vous-même aussi pour pouvoir mieux l'assimiler. OK? OK, on va passer donc à la dernière section du cours d'aujourd'hui. OK? Donc, déjà, je mets l'emphase sur ce qui est important. Ça veut dire que quand vous voulez faire la révision, c'est les choses que vous ne devez pas manquer. OK? Toutes les diapositives ne sont pas importantes. Il y a certaines diapositives que vous ne devez pas du tout négliger. Et quand on arrive toujours là-dessus, je vais toujours vous indiquer afin que les révisions soient plus faciles pour vous aussi. Donc ça, il faut le reprendre vous. Je pense que même dans l'exercice, il doit en avoir. Donc la lecture de graphique. Donc on a parlé donc de fonctions croissantes déjà. Donc l'offre et la demande. Donc on a parlé donc de l'offre qui est une courbe croissante et la demande qui est une courbe décroissante. Donc je pense que vous savez déjà à peu près. Donc il y a les fonctions qui sont des fonctions croissantes. Donc lorsqu'une variable augmente, l'autre diminue. Donc ça c'est une fonction décroissante. Lorsqu'une variable augmente, l'autre augmente, c'est une fonction décroissante. Et ça, c'est une fonction croissante qu'on a vu. Ça, c'est une fonction décroissante. Et ça, c'est une fonction concave. Okay? Généralement, les fonctions de production qui sont de type courbe de glace, on va les voir plus tard, seront un peu de cette forme-là. Et on va les étudier beaucoup donc, dans le modèle de croissance de Solow. On va étudier beaucoup ces types de fonctions de production qui sont un peu concaves. Et on va expliquer à quoi, qu'est-ce que ça reflète réellement. Okay? Par rapport aux pays développés et les pays moins développés. On va les expliquer. Alors, donc, dans l'analyse de données, il faut faire attention à ne pas confondre donc, la corrélation et la causalité. On reviendra là-dessus très, très bientôt, tout à l'heure. Et il faut tenir compte donc vraiment qu'il peut y avoir parfois de l'erreur d'identification et savoir ce que disent réellement les données et comment elles sont construites pour ne pas tomber dans de mauvaises interprétations. Okay? Alors, donc pour un phénomène observé, il peut y avoir plusieurs causes potentielles. Okay? Et se mettre à donner la cause qui explique un phénomène sans en avoir la preuve dans les données ou bien sans avoir eu à étudier cela peut vous induire en erreur. Alors, quelles sont les erreurs possibles? C'est que là, on vous explique, enfin, on vous donne quelques affirmations de certains étudiants. Pierre qui dit que la stagnation du Canada dans les années 90 était causée par l'accord de libre-échange nord-américain. Donc, tantôt, je vous ai présenté un peu donc, le PIB et le taux de chômage. Vous avez vu que le taux de chômage a augmenté dans les années 90
et le PIB aussi a diminué dans les années 90. Alors, Pierre dit non, que cette stagnation vraiment du Canada dans les années 90 est causée par l'accord de libre-échange nord-américain. Voilà, c'est son feeling. Et Maria dit non, c'était les coupures dans les dépenses politiques, dans les dépenses publiques plutôt du gouvernement fédéral. C'est-à-dire que le gouvernement fédéral ne dépense moins, donc ça n'a pas boosté l'économie. André dit non, c'était plutôt la politique monétaire de la Banque du Canada qui était trop restrictive. Enrique aussi dit que non, le Canada a des problèmes fondamentaux d'innovation et de flexibilité dans le marché du travail. Donc, tout le monde donne un peu les raisons qui peuvent expliquer pourquoi il y avait eu cette récession. Mais qui a raison? Okay? Comment trancher? Quelles sont les causes? Quelles causes ont contribué au phénomène observé? Quels seront les effets de ce phénomène? Dans quelle proportion? Donc, il faut forcément être des modèles. Il faut forcément des modèles économiques qui expliquent la réalité. En plus des données, il faut analyser les données pour dire, OK, voilà ce qu'on retrouve effectivement dans les données. C'est essentiellement ça. C'est celui qui a raison, qui n'a pas raison. Donc, il faut forcément avoir un esprit critique pour pouvoir analyser les données. Il faut des bonnes intuitions, en plus de la compréhension. Et ce cours va vous donner cela. Il faut des modèles simples, mais utiles et pertinents. Ce cours également va vous fournir cela. Mais ce que nous n'allons pas voir dans ce cours, c'est la partie économétrique, c'est-à-dire faire des régressions économétriques. Ce cours n'abordera pas cela, d'accord? Mais vous donnera les intuitions, la compréhension, des modèles simples et pertinents pour répondre vraiment à ce qui peut expliquer à cette baisse du PIB, à la stagnation, d'accord? Et une chose dont il faut vraiment faire attention, et cette diapo elle est importante pour vous, même pour l'intra, donc les questions vont venir là-dessus. Lorsque deux variables évoluent ensemble, certains commentateurs ont tendance à en tirer des conclusions fausses. Okay? Une corrélation entre deux variables n'implique pas nécessairement une causalité. Okay. Je sais que vous posez la question là-dessus, on va vous expliquer ça bientôt. Donc, interpréter la corrélation comme une causalité soulève deux problèmes majeurs. Okay? Là, il faut vraiment comme mémoriser ces deux problèmes majeurs, parce que vous devez le savoir. La causalité inverse, c'est-à-dire dans quel sens va la causalité, premièrement, et puis la variable omise. Donc, quand on dit dans quel sens va la causalité, c'est-à-dire que quand vous prenez, bon, en fait, l'exemple se trouve sur la diapo qui suit, quoi. Bon, je vais expliquer la diapo qui suit, puis je reviens. Donc, il existe quelqu'un qui dit qu'il existe une corrélation positive entre le nombre de crimes et le nombre de policiers. Okay? C'est juste un fait qu'on a observé. Il existe une corrélation positive entre le nombre de crimes et le nombre de policiers. Et les années où il y a beaucoup de policiers, le nombre de crimes est haut, et les années où la criminalité baisse, le nombre de policiers baisse. C'est un constat. Alors, voici les interprétations que les gens donnent. La première interprétation, c'est que augmenter le nombre de policiers augmente le nombre de crimes. Il faut donc réduire le nombre de policiers. Et il y a une autre interprétation qui dit que non, c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire que la causalité est inversée. C'est-à-dire que lorsque la criminalité augmente, plus de policiers sont envoyés sur le terrain. Donc, le crime cause donc une hausse du nombre de policiers. Donc, vous voyez, ici, la première interprétation dit que, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est le nombre de policiers qui cause le nombre de crimes. C'est-à-dire que une sorte d'intimidation. Donc, quand il y a une intimidation négative d'ailleurs, quand il y a donc le nombre de policiers donc en circulation, ben, ça augmente les crimes. Bon, c'est pas ça. Quoique, on voit qu'il y a une corrélation positive. Les deux variables vont dans le même sens. Les crimes augmentent, le nombre de policiers augmente, mais qu'est-ce qui affecte l'autre? C'est plutôt la deuxième interprétation qui a plus de sens. Okay? C'est la deuxième interprétation qui a plus de sens, dans le sens que quand les criminalités augmentent, okay, on envoie aussi plus de policiers sur le terrain afin de réduire cela. Okay? Et une fois que la criminalité baisse, les policiers aussi. Du coup, on voit que les deux variables vont dans le même sens, mais ce n'est pas les policiers qui influencent cela. C'est plutôt la criminalité qui influence le nombre de policiers. Et donc, c'est ce que j'explique ici. Enfin, c'est ce qu'il dit ici. La causalité peut être inverse. Donc, dans quel sens va la causalité, c'est important. Il ne faut pas se précipiter pour dire non, c'est X qui cause Y,
mais ça pourrait être Y qui cause X. OK? Et il peut y avoir aussi un phénomène de variable omise. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une variable intermédiaire, en fait, qui engendre ces deux phénomènes-là. Mais quoique ces deux phénomènes soient liés eux-mêmes, mais ils sont causés par un même phénomène, une même cause. OK? Donc, on appelle cela la variable omise. Donc, par exemple, aux USA, il existe une corrélation positive entre le taux de migrants et le taux de criminalité. Donc, le nombre de migrants qui arrivent et le taux de criminalité, les deux variables sont corrélées positivement. Alors, une interprétation qu'on peut faire, c'est que les migrants causent la criminalité, c'est-à-dire c'est les migrants qui augmentent la criminalité. Il faut donc réduire le nombre de migrants pour réduire les crimes. Ça, c'est une interprétation qu'on peut se donner. Mais la deuxième interprétation qui est plus plausible, c'est que les migrants sont pour la plupart des hommes jeunes, peu éduqués et souvent au chômage. La corrélation entre migration et crime n'existe que parce qu'on nommait l'âge, l'éducation et les niveaux de chômage. Donc, si le nombre de migrants qui arrivent sur le territoire, comme le Canada le fait par exemple, donc une sélection par des travailleurs qualifiés et qui viennent pour occuper déjà un emploi, ben, il n'y a pas de moyen que la criminalité augmente. Mais si les migrants qui arrivent, c'est plutôt des délinquants, enfin, c'est plutôt des personnes qui ne trouvent pas du travail quand ils arrivent, qui sont des jeunes, qui sont des braqueurs potentiels et qui n'ont pas de travail, qui sont au chômage, bon là, oui. Ce qui fait que c'est l'âge, l'éducation et le niveau de chômage qui causent en fait la criminalité et non la migration. OK? Donc l'interprétation peut être due au fait qu'il y a une variable omise en fait qu'il faut tenir compte dans l'analyse. Donc retenez bien, dans l'analyse de la causalité peut être inverse, donc dans le sens inverse. Donc on peut vous donner un texte et on vous présente le texte et puis on vous donne les différentes interprétations. Quelqu'un interprète de manière brutale et puis on vous demande si c'est vrai. Mais à vous de dire que non, ça pourrait ne pas être vrai, que ça pourrait être vraiment dans l'autre sens, la causalité. Et la deuxième chose, c'est qu'il pourrait y avoir une troisième variable qui n'est pas tenue compte dans l'analyse, une variable intermédiaire qui est une variable omise. Donc, il peut y avoir ce problème de variable omise là. D'accord? Alors, que ce soit dans la bouche d'un professeur, d'une professeure, d'un politicien, d'un journaliste, d'un ami, lorsque vous entendez la phrase suivante, dès que vous entendez, dès que A augmente, B baisse, c'est donc évident que A cause B, méfiez-vous. Okay? Dès que le nombre de migrants augmente, les crimes augmentent, donc les migrants sont des criminels, méfiez-vous. Dès que vous entendez le nombre de policiers augmente et donc le nombre de crimes augmente, donc les policiers causent la crime, méfiez-vous. Okay? Posez-vous deux questions. Est-ce que la causalité peut aller dans l'autre sens? C'est-à-dire, c'est plutôt des criminels, c'est le fait qu'il y a beaucoup plus de crimes qui fait que le nombre de policiers augmente aussi. Ou alors, est-ce qu'il n'y a pas une troisième variable qui peut jouer sur A et B, comme l'âge et le niveau d'éducation de ces migrants? D'accord? Alors, récapitulatif pour ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que dans tout le cours qu'on va faire, on va parler vraiment des indicateurs pour évaluer la santé de l'économie. Et on va parler essentiellement du produit intérieur brut, de l'inflation, du chômage, du taux de change et beaucoup d'autres indicateurs. Et on va aussi apprendre à comment trouver l'équilibre sur un marché en confrontant donc l'offre et la demande. Et souvenez-vous, on a dit que l'offre est croissante alors que la demande est décroissante et qu'il y a une analyse de long terme et de court terme que nous allons faire et que par-dessus tout, il faut faire attention entre la corrélation et la causalité. Que la causalité peut être due au fait qu'il y a une troisième variable omise ou bien elle peut être inverse. OK? Et
Quoi d'autre comme récapitulatif? Donc, ce qui concerne donc les calculs de taux d'échange, je pense que vous pouvez vous référer au rappel mathématique, donc les capsules, les visualiser encore si vous avez quelques lacunes là-dessus. Voilà, donc je pense que c'est vraiment tout ce qui est important pour le cours d'aujourd'hui et qui sert vraiment d'introduction pour ce que nous allons voir pour les prochains cours. Donc, les prochains cours ne seront pas si longs parce que vous aurez à visualiser déjà les capsules et à vous préparer vos questions pour que ça soit moins lourd pour vous, d'accord? Donc, aujourd'hui, on a encore juste 20 minutes pour regarder un peu au travers donc, des exercices. Bien entendu, vous allez le refaire à la maison. Et si vous avez des lacunes, vous pouvez me demander lundi prochain, je pourrais passer dedans encore sans problème. D'accord? Bon, l'exercice, pour juste vous montrer, on ne va pas les faire. Je vous demanderai de les faire. Et puis, si vous avez quelques inquiétudes, vous allez me demander. Parce que c'est déjà corrigé. Hein, les corrigés sont là. Et je vais vous demander de les faire. Mais il faut vous montrer que ça, c'est l'offre et ça, c'est la demande. Et on pose la question de tracer les courbes. Donc, tracer la courbe de l'offre, de la demande, trouver l'équilibre. Et à partir du graphique aussi, indiquer le prix et la quantité d'équilibre. Donc, à partir des équations, on va aussi, donc graphiquement et puis numériquement, on vous demande donc de le faire, comme ce qui est fait dans le cours. Le premier exercice, ce n'est pas du tout compliqué. Faites-le, ça vous mettra à jour. Et le deuxième exercice aussi, c'est essentiellement donc sur les questions donc du taux de croissance qu'on a vu. Donc, la moyenne du cours, Éco 2400 à l'examen intra était ça. La moyenne à l'examen final était ça. Calculer le taux de croissance des notes. Donc, vous savez le faire. Et là, ça, c'est la population canadienne, donc ce dont j'ai parlé. Et ici, donc, c'est les ventes. Donc, le chiffre d'affaires, donc les quantités qui augmentent, le prix aussi qui diminue. On vous demande de calculer donc comment évoluent les ventes de cette entreprise. OK? Donc, ABC, c'est important pour vous. Et le petit D, voilà, de manière, on veut vous faire juste, on veut vous faire habituer un peu donc au calcul mathématique. Donc, 4 est souvent 5, ça vaut combien? X est souvent 5 fois X est souvent 3, ça vaut combien? Et je vous invite vraiment à le faire, ça va vous permettre d'avoir la main. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Par rapport au cours d'aujourd'hui, avez-vous des questions? Comment vous... Oui, monsieur, moi j'ai... Oui, Mohamed, vous avez une question? Oui, où est-ce qu'on peut trouver l'enregistrement de cette séance d'aujourd'hui? Oui, je vais l'enregistrer et puis je vais vous envoyer le lien par courriel. Je vais le mettre sur YouTube. Merci beaucoup. Bienvenue. OK. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que ça s'est bien passé. Et je vous invite à faire le programme. Je vous invite à faire le programme pour pouvoir lire les capsules avant le lundi prochain. Comme ça, on puisse évoluer tous ensemble. D'accord? C'est parfait. Excusez-moi, les exercices que vous venez de donner sont situés où? C'est sur Moodle. Attendez, je vais vous... Sur Moodle, parfait. Attends, je vais ouvrir Moodle en même temps pour que tout le monde puisse voir aussi. Peut-être qu'il y a des gens qui ont du mal avec Moodle. Ici, c'est mieux. Okay. J'ai manqué les 10 premières minutes du cours. On a dit qu'il n'y avait pas de manuel pour ce cours, c'est seulement sur Moodle? Oui. Okay. Tout est sur Moodle. OK. Voilà. Donc, Moodle. Donc, vous voyez, il y a le MetaCours. Bon, bien sûr, ça, c'est notre groupe. Hein. Essentiellement, je ne mettrai pas grand-chose là-bas parce que tout est déjà donc de l'autre côté dans le MetaCours. Mais l'examen intra, on va le faire ici. Donc, quand le temps viendra, je vais vous le dire. Donc, dans le MetaCours,
ça. Donc, vous pouvez télécharger le plan de cours, le calendrier, pour voir aussi les dates, l'horaire de monitorat. Si vous voulez faire aussi une demande d'examen différé, vous téléchargez ce document et puis vous suivez la procédure. Et donc, là, vous pouvez regarder les vidéos d'Andréane. OK. Et puis, d'autres capsules pour les rappels mathématiques qu'elle a déjà faites. Maintenant, donc, ici aussi, vous pouvez retrouver donc les examens, exemple d'examen, vous pouvez l'avoir, mais il n'y a pas de corrigé. Je pense qu'il y a certains qui ont des corrigés. Donc, il y a examens finaux, examens intra. Voilà, c'est ici qu'il faut cliquer pour l'avoir. Hein. Si vous cliquez sur le truc, là, ça ne sort pas. Donc, sur la petite flèche, donc, vous allez la voir. Donc, il y a la solution aussi pour les thèmes pour vous préparer. Et donc, la CITAT, puis donc les exercices associés sont dans ce dossier. Donc, dans chaque, puis vous allez voir l'exercice et puis le corriger. Dans chaque thème, vous allez avoir donc les exercices associés pour les thèmes, donc là, les exercices qui sont associés. Et je vous invite chaque semaine à faire l'exercice, à regarder les CITAT. D'accord? Ok, c'est parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors, écoutez... Si on a des questions, donc on a des questions, on vous l'envoie par courriel, tout simplement. Oui, vous m'envoyez par courriel, mais donc, je vais privilégier à répondre à toutes les questions donc, en début de séance pour permettre à ce que chacun puisse aussi savoir quelle est la préoccupation des autres. Mais si c'est vraiment personnel la question, je pourrais répondre par courriel, quoi. Si c'est vraiment personnel. OK? OK, donc si on a un problème dans les calculs, dans les exercices en cours, on peut vous envoyer un courriel. Oui. Mais en fait, on va avoir les explications au prochain cours, tout simplement. Oui, c'est ça. Je peux le faire, mais s'il y a vraiment urgence pour vous, je peux vous l'expliquer, mais je le répète encore au cours, quoi. Parce que vous avez besoin peut-être de ça pour avancer, mais je peux attendre la séance prochaine. Là. OK? Je peux répondre, mais je vais reprendre cela donc, en cours pour les autres également. Donc, c'est ce que je vais le faire à chaque fois. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer les courriels. OK, sur l'adresse ucam.ca. OK. Donc, bonne journée, bon après-midi à tout le monde. On se dit la semaine prochaine. D'accord? Merci, vous aussi. Ah ouais. Merci. Bon appétit. Merci, bonne journée. Merci.